C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la France de nouveau pointée du doigt par le Mali. Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion. Une accusation après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, récemment restituée à l'armée malienne. Nous écouterons dans ce journal le porte-parole du gouvernement malien. Nous irons également au Rwanda, le pays déjà touché par l'inflation et la crise économique liée aux 2 années de crise sanitaire va devoir faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Reportage dans un instant. Et puis que reste-t-il de l'héritage de Kwame Nkrumah 50 ans après sa mort? Que faut-il retenir du héros de l'indépendance ghanéenne? Nous poserons la question à notre invité, Hamzat Boukari, historien spécialiste du panafricanisme, auteur d'une biographie sur l'ancien président ghanéen. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'armée de l'air. Déclaration des autorités maliennes, Bamako accuse l'armée française d'espionnage. Une accusation qui fait suite à la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, récemment restituée à l'armée malienne. Écoutez le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Le gouvernement de la République du Mali a constaté depuis le début de l'année plus de 50 cas délibérés de violation de l'espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises. L'un des cas les plus récents a été la présence illégale d'un drone des forces françaises le 20 avril 2022 au-dessus de la base de Gossi, dont le contrôle a été transféré effectivement au FAMA le 19 avril 2022. Le dit drone était présent à partir de 11h45 pour espionner nos vaillantes FAMA. Pour être complet, sachez que ni le ministère des Affaires étrangères, ni l'état-major des armées n'ont réagi pour le moment. Et puis, la haute autorité de la communication du Mali a rendu publique sa décision de suspension définitive de France 24 et de RFI au Mali. France Média Monde conteste avec force une telle mesure et utilisera toutes les autres voies de recours possibles. Nous continuerons à couvrir l'actualité au Mali qui intéresse tout le continent et le reste du monde. Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliens et aux Maliennes qui souhaitent continuer à nous recevoir. FMM, France Média Monde, rappelle son attachement à l'indépendance et à la liberté d'informer. On en vient à l'augmentation du SMIC au Bénin. Il a été acté mardi après 6 heures de discussion entre les partenaires sociaux et le président Patrice Talon. Le salaire minimum interprofessionnel garanti augmente dans le privé de 30%, passant de 40 000 à 52 000 francs CFA. Dans le secteur public, il y a eu également un accord d'augmentation sur les salaires en raison de la cherté de la vie. Écoutez la réaction du leader syndical de la COSI Bénin, Noël Chadaré, au micro de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. Pour le privé, c'est que l'augmentation du SMIC qui a été, n'est-ce pas, accordée, acceptée à hauteur de 52 000. On passe de 40 000 à 52 000 et comme je vous l'ai dit, c'est un accouchement au forceps. Ça n'a pas été facile de pouvoir, n'est-ce pas, porter un coup de main au patronat qui a mis des réserves sur l'augmentation du SMIC. Et à 60 000, comme nous, on avait souhaité, on a pris comme ça parce que quelque part, les lignes ont un peu bougé. Mais ce sur quoi on ne s'est pas entendu avec le gouvernement, c'est la hiérarchisation des salaires. Parce que quand on augmente le SMIC, ça devrait impacter les autres salaires. On pourrait constater que les salaires dans les entreprises, dans le secteur privé, pourraient ne pas avancer, alors que dans le secteur public, on a convenu qu'on augmente selon les paliers, et ça va démarrer normalement en novembre, et ça fait un peu 2 poids, 2 mesures. Ce délai supplémentaire demandé par le Burkina Faso et la Guinée à la CEDEAO, Ouagadougou et Conakry demandent plus de temps pour présenter une feuille de route pour la transition, une demande après l'expiration d'un ultimatum de l'organisation ouest-africaine ce lundi.
Direction le Rwanda, où les conséquences de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir. Les prix du blé ont flambé sur le marché international, alors que l'économie du pays est déjà très impactée par 2 années de crise sanitaire. Notre correspondant à Kigali est allé à la rencontre de ceux qui sont en première ligne. Reportage signé Simon Wolfart. Comme tous les matins, Abdoulatifou Nsenga part acheter de la farine de blé pour son restaurant de galettes. 2 € pour 2 kilos de farine, c'est 25% plus cher qu'avant le début de la guerre en Ukraine. Depuis 3 semaines, il y a eu une flambée des prix. Le prix est passé de 1,70 € à 1,80 €, 1,90 €, 2 € et aujourd'hui c'est 2,20 €. Pour mes clients réguliers, le prix reste toujours à 2 €. Ce petit commerçant tient l'échoppe de chapati la plus réputée de Kigali. Malgré sa renommée, il a perdu en quelques semaines la moitié de son salaire journalier. Ici, une crêpe se vend 10 centimes d'euros. Pour garder mes clients, j'essaie de ne pas augmenter les prix à l'unité de cette chapati. Mais pour compenser, j'ai dû réduire ma marge et leur taille. Mais pour certains économistes rwandais, l'inflation risque de continuer de s'accélérer, estimant que le gouvernement devra rapidement trouver des alternatives au blé russe, qui représente 64% des importations du Rwanda. Dans le court terme, il faut changer les habitudes alimentaires, les pratiques, investir plus dans la recherche technologique. Ici au Rwanda, certaines initiatives sont envisagées, notamment l'exploitation des céréales produites localement, comme le maïs qui est extensivement produit, comme le sorgho et aussi les tubercules, les différents types de tubercules. Les autorités disent envisager plusieurs scénarios. D'après des données officielles, l'inflation généralisée va entraîner un ralentissement de croissance économique du pays cette année, prévu à 7%, soit un recul de près de 4 points par rapport à 2021. Il y a 50 ans, jour pour jour, s'éteignait Kwame Nkrumah, père de l'indépendance ghanéenne. Il est également considéré comme le porte-étendard du panafricanisme, au même titre que le Burkinabé Thomas Sankara ou le Congolais Patrice Lumumba. Son portrait signé Florent Rodeau. Une Afrique forte et unie, c'était son rêve. Docteur en théologie, agrégé de philosophie, Kwame Nkrumah se fait un nom en 1949. Il fonde le parti de la Convention et appelle à la désobéissance civile. Les autorités coloniales britanniques le jettent en prison. Le début, paradoxalement, de son ascension politique, car sa formation remporte les élections de 1951. Sa libération prend alors des airs de triomphe populaire dans les rues d'Accra. En moins d'une semaine, Kwame Nkrumah troque son uniforme de bagnard contre un costume de Premier ministre d'un gouvernement autonome. 5 ans plus tard, nouvelles élections générales. Il assoit son pouvoir, remporte 3/4 des sièges et force Londres à concéder l'indépendance du pays en 1957. Fini la Côte de l'Or, place désormais au Ghana. Image ici de la reine Elisabeth à Accra en 1961. Mais les relations avec la couronne se dégradent vite. Devenu président, le Rédempteur, comme il est appelé, se tourne alors vers l'Est. L'Union soviétique, la Chine aussi. Londres s'inquiète, mais Kwame Nkrumah n'en a cure. Il est prêt à accueillir n'importe quel mouvement subversif. Pour la Grande-Bretagne, il devient vite un adversaire en puissance. Au Ghana aussi, la colère monte, car sur place, toutes les voix dissidentes sont étouffées. Il est la cible d'au moins 4 tentatives d'assassinat. Couronnement de son action et sûrement de sa carrière, en octobre 1965. Kwame Nkrumah reçoit à Accra la plupart des chefs d'État africains appartenant à l'OUA. Ce sera la dernière fois qu'il aura l'occasion d'exposer à ses pairs son panafricanisme. L'Afrique doit s'unir, c'est son message, et il propose d'en être le chef. La méfiance s'installe chez ses homologues. Farouche anticolonialiste, il est renversé par un coup d'État militaire en 1966 alors qu'il se rend en Chine. Il trouve alors refuge dans la Guinée de Sékou Touré.
Père de l'indépendance du Ghana, Kwame Nkrumah n'y retournera jamais de son vivant. Il s'éteint en 1972 en Roumanie, loin de son continent. Et pour en parler, nous sommes en direct d'Abidjan avec Hamzat Boukari, historien spécialiste du panafricanisme, auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'indépendantiste, du panafricaniste Nkrumah, et que faut-il retenir du président? Y a-t-il deux héritages? Oui, bonsoir. Je dirais qu'il y a effectivement deux héritages. Celui du père fondateur du Ghana, donc il a amené le Ghana à l'indépendance, le premier pays d'Afrique subsaharienne à l'indépendance, donc une indépendance nationale, avec derrière un projet continental, donc panafricaniste, qui visait à construire ce qu'il appelait les États-Unis d'Afrique. Et donc à utiliser l'indépendance du Ghana pour libérer le reste du continent africain et s'assurer que les États africains naissent dans un ensemble supranational qui aurait permis à chacune des souverainetés africaines d'être plus forte. Donc il y a effectivement un héritage, c'est le père fondateur du Ghana, donc c'est quelqu'un qui est lié à l'histoire de ce pays, mais le combat qu'il a mené dépasse très largement les frontières du Ghana et c'est en ça qu'il est un peu vraiment la figure de référence du panafricanisme. Donc il y a une cohérence entre le projet national et le projet continental qui fait vraiment la particularité, la cohérence de Nkrumah. Alors, est-ce que 60 ans après les indépendances, la jeunesse africaine se réapproprie l'héritage de ces personnages? Je pense également à Thomas Sankara au Burkina Faso, dont on a beaucoup parlé en raison de la tenue du procès de son assassinat, ou pourquoi pas même Patrice Lumumba. Oui, il y a un travail de réappropriation qui se fait aujourd'hui dans les milieux artistiques, dans les milieux militants, dans les milieux intellectuels, qui ressuscite un certain nombre de figures de cette époque glorieuse des luttes indépendantistes, anti-impérialistes, et qui correspond peut-être aussi à un désir de voir des nouvelles figures africaines porter des positions fortes sur la scène internationale. Donc la jeunesse se reconnaît dans ces dirigeants qui avaient des projets ambitieux pour le continent africain et qui ont aussi tracé des lignes qui sont tout à fait pertinentes par rapport aux défis que connaît le continent africain, que ce soit les défis sécuritaires avec le projet d'une armée continentale, les défis monétaires avec la question d'une banque centrale africaine, ou les défis diplomatiques avec l'idée que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Donc il y a une actualité de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, qui est très intéressante et qui reste, je dirais, à travailler au niveau notamment des programmes d'enseignement et des programmes universitaires. Alors pourquoi y a-t-il justement des personnages qui sont tombés dans les oubliettes de l'histoire? Je pense notamment au Camerounais Ruben Umniobé. Pourquoi est-il tombé dans l'oubli? Alors, certaines figures sont effectivement tombées dans l'oubli, tout simplement parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et Ruben Umniobé, avec l'Union des populations du Cameroun, fait partie d'une lutte indépendantiste qui a malheureusement été sauvagement réprimée et qui n'a pas pu porter ses fruits. Le cas de Nkrumah, c'est un chef d'État, c'est quelqu'un qui a mis le panafricanisme au pouvoir et qui a été aussi en mesure, je dirais, d'écrire sa propre histoire. Donc il y a aujourd'hui un travail au niveau des historiens pour remettre en avant des figures qui ont lutté pour l'indépendance de l'Afrique, mais qui ont été écartées précisément au moment où ces indépendances sont arrivées. Donc ça pose effectivement un travail sur le devoir de mémoire et sur l'actualité de ces figures comme celle de Ruben Umniobé, qui est quand même un des grands combattants de la libération de l'Afrique. Que reste-t-il aujourd'hui du panafricanisme ? Alors, il en reste des références qu'on a citées, Nkrumah, Sankara, Lumumba. Il reste des projets qui ont été posés et qui n'ont pas pu aboutir du fait précisément des adversités de l'époque, un contexte de guerre froide, des difficultés de développement, des divisions intestines à l'intérieur des instances africaines. Et il reste surtout, je pense, un potentiel de réalisation de cette unité africaine à travers de nouvelles générations qui veulent réussir là où leurs aînés ont quelque part eu des difficultés à aller au bout de leur projet. Il reste enfin une institution, donc l'Union africaine, qui certes a énormément de difficultés à faire advenir un véritable panafricanisme, mais qui reste néanmoins une institution existante et dans laquelle doit se poser réellement la place du panafricanisme en tant que projet de libération et d'émancipation des peuples africains aujourd'hui. Merci beaucoup Hamzat Boukari. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du panafricanisme et auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup pour votre décryptage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.